Bonsoir. Comme vous l'avez sans doute remarqué, pour n'importe quel speech, ça prend quand même un point de départ. Hein? Alors voici celui que j'ai trouvé pour ce soir. L'autre jour, j'asais avec du monde. Puis, il y a une personne qui me dit, madame qui m'expliquait qu'elle était dans le domaine de l'agriculture avant. Puis que, comme j'étais tout intéressé, puis je demandais à en savoir plus, elle aura eu assez tôt fait de me répondre quelque chose du genre: ouais, mais tu sais, aujourd'hui, l'agriculture, c'est pas comme ce que c'était. C'est pas comme si, d'ailleurs, en fait, tout simplement, tu pouvais réellement prétendre être maître de ta terre, tu sais. Parce que, avec toutes les réglementations, légiférations gouvernementales, il y a tellement de paperasse à faire, il faut tellement tout mettre dans telle petite case, puis telle petite ci, puis se plier à tel alinéa, puis faire telle procédure de procédurite aiguë, que, dans le fond, quand tu y penses, c'est pratiquement comme si tu étais, regarde donc, un employé de l'État. Comme si l'agriculture, c'était en fait une sorte de gros département de l'activité gouvernementale. Hein? Avez-vous déjà pensé à ça? Mais parce que c'est une des plus belles preuves, puis surtout que ça s'applique pas que juste à l'agriculture, vous comprenez? C'est comment de domaines, pratiquement tous les domaines, on pourrait en dire autant, là, à économique, je veux dire. Tu startes une business, même affaire. T'as tellement de paperasse à faire. C'est comme si... T'as probablement, en fait, probablement en tant que tel, moins d'exigences et d'obligations à faire pour... quand tu commences à devenir employé pour une entreprise privée. Je veux dire, en tant que tel, là. Mis à part toute la paperasse gouvernementale qui est aussi demandée aux entreprises privées. Ça, là, c'est donc un assez parfait exemple de ce dont j'essaie de vous parler depuis un bout. C'est-à-dire que il n'y a pas grande différence entre ce que je viens de dire là, puis le fascisme et le nazisme. Oui, dans le sens que dans le premier cas, on appelait ça du corporatisme. Dans le deuxième cas, on appelait ça un command d'économie, où est-ce que le gouvernement, il dit quoi faire, il dit qu'il fait la plus beau temps. C'est comme lui il agit en maître, si tu veux, en roi et maître, en responsable ultime, là, en chef, finalement, de l'économie, pour ne citer que cet aspect de la vie. Ça, écoutez, j'en ai déjà parlé, je vais vous renvoyer un lien où est-ce que je faisais une documentation, une compilation de différents éléments qui prouvent cette petite thèse. Facile à prouver, tant qu'à moi. Mais tu sais, le but étant, est-ce que vous ne trouvez pas qu'en fait, c'est juste une des nombreuses preuves de la plus totale duplicité, de la plus totale hypocrisie de nos chères démocraties occidentales, donc de l'Occident, qui, dans le fond, qu'on pourrait décrire essentiellement comme étant tout bonnement passé maître dans l'art du grand parleur, petit faiseur, du fais ce que je dis, faites pas ce que je fais, donc de la projection, ou plus précisément du gaslighting, où tu te présentes en juge et arbitre, et en noble, et en personne en position de donner des leçons, alors que tu ferais peut-être bien mieux de te reconnaître toi-même. Justement, non, avant de dire justement, d'ailleurs, je vais choisir mon marqueur de relation. Quelle meilleure preuve, illustration, on pourrait trouver de ça que la politique internationale, et non pas le droit international, qui typiquement est tellement systématiquement bafoué. Non, si tu regardes la géopolitique au travers les siècles, notamment à travers le dernier siècle, c'est pas compliqué de voir à quel point que c'est dire une chose puis faire le contraire. Tu comprends? Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. On le voit à Israël, mais on voit aussi que il y a toujours une dichotomie, là, un élément de deux poids, deux mesures, une sorte de justice ou de réglementation à deux vitesses. C'est-à-dire, il y en a une qui s'applique pour les États-Unis, le bloc, l'OTAN, tout ça, le bloc occidental, qu'eux autres, dans le fond, ils font essentiellement ce qu'ils veulent. Salut Stéphane. Puis, tu as
mettons, les autres ou les ennemis. Là, le meilleur exemple dans la politique actuelle, on l'aura bien deviné, vous avez sûrement déjà très bien remarqué, que c'est le cas de Poutine. T'sais. Que là, c'est flagrant, c'est évident. C'est facile de voir qui est l'agresseur, soit bien sûr nous. Et que donc, pour mieux couvrir ça, camoufler ça, c'est très important de lui le faire passer comme l'agresseur. On a vu que c'était exactement ça avec la COVID aussi. C'est qui l'agresseur? Le gouvernement. C'est qui qu'on fait passer pour les méchants, dans le fond? C'est les coucous de conspi, de covidio, on leur met toutes les étiquettes possibles. J'en reviens justement tant que ça, en passant de même, à l'exemple que je donnais tantôt. Celui du fascisme et du nazisme, parce qu'on s'entend que si il y a deux étiquettes qui sont devenues d'empire, qu'on puisse possiblement affubler, hein? D'ailleurs, les antifas s'en gênent pas, il faut encore qu'ils ont bien compris ça, c'est bien ces deux-là. Or, comme je viens de le démontrer, c'est assez intéressant, drôle ou révélateur de constater que, ne serait-ce qu'au niveau économique, c'est assez tweet, là, c'est assez, je veux dire, n'importe quoi, là, d'en faire un mauvais nom, OK, voire même l'insulte ultime, alors que, comme j'ai déjà souvent démontré aussi, on est tous des socialistes. Tous les pays du monde sont rendus socialistes à différents degrés. Ça, c'est tout fait depuis le dernier siècle. C'est pas genre Legault qui a inventé ça. Là. Ou tu as un socialiste light, qui est la social-démocratie, ou un socialiste ultra hardcore, qui mettons, était le cas de l'URSS. Puis justement, ben, tu vas avoir des régimes hybrides comme la Chine actuelle, qui, elle, c'est partie aussi d'un socialisme ultra-hardcore, du vrai communisme à l'époque de Mao, etc. Puis, ben justement, certains, là, Hitler et Mussolini, qui étaient comme... C'est con à dire, là, mais like it or not, là, mais c'était vraiment des formes de socialisme, en fait, qui étaient juste plus équilibrées. Puis d'ailleurs, qui ressemblent pas mal plus à ce que nous on fait. J'ai montré tantôt, là, c'est que plutôt que nationaliser, tant que ça, on a probablement plus d'entreprises d'État, nous, qui pouvaient en avoir en Allemagne nazie. C'était pas par ça qui passait, c'était vraiment par le command d'économie, là, tu sais. Comment ça se dit en français, là, mais... Fait que, bon... Tu sais, l'histoire, quand on regarde ça, elle apprend, en tout cas, les gouvernements, ils apprennent. Puis ils retiennent pas les caricatures, là, comme les trop extrêmes, comme, mettons, l'URSS puis la Chine maoïste. Ils vont prendre le juste milieu. T'sais. Ah, ouais, tu sais, l'aspect quand même d'économie corporatiste, fasciste, nazi, c'est comme... C'était pas pire parce que tu démolis pas toute la base de capitalisme, finalement, d'entreprise privée, mais... À la limite, ça fait drôle à dire d'un antisocialiste comme moi. Là. Mais force est de reconnaître que c'est ça. Il y a quand même une efficacité supplémentaire qui s'ajoute quand l'État prend en charge certaines choses. Puis c'est ça. Pour que j'en vienne à acheter ça à la poubelle au complet de par mon programme libertarien, il faut vraiment que ça soit rendu à un stade de déliquescence un peu trop prononcé. Mais bon, où est-ce que je voulais en venir? C'est que justement, si je voulais vous parler, en fait, honnêtement, un peu plus de ces deux cas-là. Tu sais, là, le Mussolini, le Führer, là, etc. Parce que, encore là, est-ce que ça serait pas des cas de figure pour ce qui est de prouver, là, on ne peut mieux, la mauvaise foi, je veux dire, complètement sans limite de l'Occident, OK? Et qui, mettons, dont on a vite, simple,
de même, là, dont l'exemple le plus évident là, qu'on pourrait donner pour commencer, c'est évidemment le traité de Versailles, qui, à la fin de la Première Guerre mondiale, revenu, avant même Hitler, etc., là, à faire porter l'entièreté de la responsabilité de cette guerre-là sur l'Allemagne, alors que, tu sais, n'importe quel... Pas besoin d'être un historien, juste besoin d'avoir fait, comme moi, mettons, ton cours d'histoire du 20e siècle là, au cégep. Tu dis les causes, comme il faut, tu te rends compte que c'est une affaire qui est complexe à la Première Guerre mondiale, puis s'il y a une affaire qui est claire dans cette complexité-là, c'est que c'est plusieurs... non seulement plusieurs causes, mais plusieurs puissances, en fait, toutes les puissances qui ont contribué à ce beau succès-là. Là, c'est surtout, en fait, des rivalités politiques, économiques, comme d'habitude, là, qui tire le plus la couverte de son bord, etc. Fait que déjà, c'est comme... c'est un peu trop facile, là. Ça se sent, hein, comme d'habitude, encore là, au niveau des termes du traité de Versailles, l'intérêt politique. Là, genre on va mettre toute la faute sur lui, ça va nous faire notre affaire. C'est une arme, là. C'est un outil comme un autre, ce genre de traité-là. C'est un traité de paix, mais qui est en fait un traité de guerre, qui vise à encore plus assujettir une autre puissance, puis aussi à détruire sa crédibilité. Puis ça, évidemment, ça a commencé là, mais ça a juste été ça tout le long de la Deuxième Guerre. T'sais. C'est tellement ça qu'on... La lecture qu'on en a est assez incomplète, pour le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, par exemple, qui a entendu parler des pogroms? C'est pas gros, hein, le monde qui a entendu parler des pogroms. Mais, j'irais voir, là, c'était quelque chose de grave, c'était quelque chose tout court, c'était quelque chose, là. Tous ces massacres-là, OK, à caractère de nettoyage ethnique, là, qui avaient donc été perpétrés par les Polonais, avant l'invasion de la Pologne par Hitler, même que c'est ça qui a forcé ça. T'sais, on va dire, il a pris ça comme justification. Ben là, t'as des gens de ta race, de ta nation, qui se font justement tuer, mais je veux dire, comme complètement là, dans les pires, de la façon la plus atroce qu'on peut imaginer, mutilés, brûlés, on crève les yeux, tout ça. Fait que... Et ça, c'est à croire l'histoire, c'est correct, parce qu'on n'en parle pas. Puis les chiffres, là, écoute, je veux dire, on parlera des chiffres, mais c'est quand même, c'est quand même beaucoup, là. Ça, c'est une chose. Après ça, ça a été encore là révélé au fil des décennies là, par du leaking, là, un peu un peu comme les Wikileaks y avaient fait, là, donc en ressortant des documents secrets, là, puis en les publiant. Mais vous n'avez pas plus entendu parler pour autant que Churchill y avait décliné systématiquement toutes les offres de paix d'Hitler. Mais ça, c'est connu pourtant qu'Hitler ne voulait pas entrer en guerre contre la Grande-Bretagne parce que vous savez comment il tripait ses races, là, pour lui, c'était comme la même race. Là, alors, parce que Churchill, au contraire, lui, il a fait tout ce que possiblement a pu faire pour impliquer les États-Unis dans la guerre. Tout comme Roosevelt, d'ailleurs, alors que le peuple américain, lui, encore là, ça c'est l'histoire juste basique, là, c'est facile à vérifier. Là. Le peuple, il ne voulait pas entrer en guerre. Normal, les peuples ne veulent jamais de la guerre. Ça en prend toujours des mensonges puis de la manipulation pour entrer en guerre. C'est toujours les élites qui veulent utiliser le peuple et son assentiment pour faire des guerres. Que ce soit Julian Assange qui le dit, que ce soit moi, que ce soit vous en faisant vos recherches, c'est évident. D'ailleurs, un autre peuple, celui de la Russie, comment que Lénine, salut Dan, il a pu faire sa révolution, mais c'est avec un slogan très simple, c'est Bread, Peace and Land. Donc, les gens étaient tannés justement de la Première Guerre mondiale, puis ils ont dit, bon, on va arrêter ça. Le peuple, bon, fait que... Toujours dans la même période, dès que notre cher camarade, là, camarade, le bonhomme en Allemagne, la chose, là,
que vous connaissez, là, avec le pinch, là, dès qu'il a fait son move en Pologne, qui était pourtant, c'est justifié, là, en fait, vous remarquerez que ça ne pourrait pas plus correspondre à ce que par la suite on a créé comme notion en droit international, qui est le droit d'ingérence. Quand il y a un génocide qui est en train de se faire, ben là, tu as le droit d'intervenir. Sauf si ça ne fait pas l'affaire, évidemment, du concert des nations, ou plutôt des nations alliées, donc de l'OTAN, donc des boss du monde. C'est fun. C'est bien fait. Fait que là, Hitler, donc, ne peut rien faire, c'est tout ce qui fait ses mal. Fine. Mais pendant ce temps-là, l'URSS, eux autres, en violation du pacte de non-agression, je pense que c'est Brest-Litovsk, ça s'appelait. Eux autres, de leur côté, ils disent, ben là, on va s'amuser à empiéter un peu aussi. T'sais. Fait que, donc, quand ils ont en 1939 conquis la Finlande, en 1940 la Suède, l'Estonie, Latvia, donc Lituanie, puis Latvia, je sais pas c'est quoi en français, la Moldavie. Ça c'était correct. Ça, on le laisse faire. Salut Marie-Denis. Parce que c'est toujours c'est non seulement la géométrie variable, mais c'est variable à travers le temps. Et c'est selon ce qu'il dit l'OTAN. Dans le genre, notamment, pour ce qui est de la Russie, que là, à cette heure, c'est elle qui ne peut plus rien faire. Puis il faut qu'il s'en laisse imposer. Mais dans le temps, c'était le contraire. Ah, je te dis, moi. Puis Staline, que Roosevelt appelait alors affectueusement l'Uncle Joe, là, t'as dit. Mais Staline, c'était qui Staline, tu sais? Parce que, tu sais, moi, ma thèse, vous savez, là, mon principe en tant qu'anarchiste, en tant que libertarien, c'est que le problème fondamental, c'est le socialisme. Tant qu'à ça, d'ailleurs, le vrai problème du fascisme et du nazisme, c'était le socialisme, le national-socialisme, je vous rappelle. Puis ce qui ne m'empêche pas de voir que c'était pas comme s'il n'y avait pas des forces là-dedans, ou que pas des forces dans tout socialisme, mais je parle, c'est ça mon opinion, c'est ça que je pense qu'il est facile à démontrer, puis, surtout notamment avec le cas de Staline, c'est qu'un socialiste, c'est forcément, en étant un collectiviste, une forme d'étatisme. Bon. Mais mettons, justement, si vous ne me croyez pas là, que c'est ça qui est le plus grave, check. À l'époque, c'était pourtant facile de le voir. Plus un État était socialiste, donc comme celui de Staline, que c'était celui qui était le plus socialiste, donc le plus communiste de tous les États du monde, avec Cuba, dans ce temps-là, l'URSS, évidemment, qui s'appelait, plus le bilan était catastrophique. En effet, quel que soit le bilan de mort qu'on attribue aux nazis, mettons, si on regarde le 6 millions, puis tout, là, si on dit que ça, c'est un bon chiffre là, de juifs, là, puis qu'il y a eu plus de 20 millions à cause des guerres, là, mais je veux dire, une guerre c'est une guerre, mais Staline, dans sa gestion interne de son pays, ça serait pas moins de 40 millions de morts. Tu sais, je veux dire, by all standards, quelle que soit ta façon de le voir, il n'y a rien qui se compare à ça, on n'est pas du tout les mêmes échelles, là. C'est une barbarie complètement sans comparaison possible. Puis, fait que c'est ça. Tu vois, c'est drôle, hein? Drôle de corrélation. Tu augmentes le communisme au maximum, tu augmentes le niveau de barbarie au maximum. Quand tu dis que, quand il a fait la collectivisation des terres, Staline, là, ça voulait dire que là, même Lénine n'était pas allé jusque-là, il a dit, ouais, on va se tirer dans le pied. Tu sais, déjà, tu voyais que ça marchait pas. Il avait commencé à le faire, puis il a dit non, on va leur donner un peu d'air, on va leur laisser au moins être propriétaires de leur terre. Staline, en gros, barbare, ignare, complètement idéologue, comme mécanistique, là. Lui, il dit on fait tout, on collectivise tout. Au nom de l'État, donc, il prit, tu sais, imagine, toutes les. Je parlais d'agriculture tantôt, là. Fait que déjà, c'était un petit peu socialiste, pas mal, là, ici au Québec, mais là c'était pour de vrai, là. C'est tous les paysans perdaient toutes leurs terres, qui étaient toutes confisquées pour l'État. Puis tout, supposément, là, après ça, géré par l'État. Sauf que, comme d'habitude, l'État, c'est pas le meilleur cas pour montrer comment que l'État gère mal ces choses. Parce que, de un, ça a entraîné une famine, mais tu sais, genre, sans précédent, qui a fait en sorte, notamment, que juste en Ukraine, tu as 6 millions de morts, juste de la famine. Puis que là,
que ce soit au niveau de l'agriculture ou de l'économie dans son ensemble, c'était tellement un basket case, c'était tellement un basket case de l'URSS, tout comme Cuba l'est devenu aussi, que rapidement, ils sont devenus complètement dépendants de l'aide occidentale. Mais tu sais, pour te dire que comment que ça allait pas bien, hein? Comment que c'était grave, comment que ça allait pas bien, hein? Ben, tu sais, t'as même de la nécrophagie puis du cannibalisme qui sont mis à apparaître en Russie, donc en URSS. Puis quand je dis du cannibalisme, c'est notamment à l'endroit des enfants. Fait que les gens, là, ils mouraient de faim pour vrai, là. Puis fait que là, tu dégrades l'humain. C'est censé être le communiste, ouais, les grands idéaux. Tu dégrades l'humain, l'état d'animal complètement sauvage, que même les animaux font pas ça, là. Puis, bien évidemment, mais là, si tu t'opposais à la collectivisation des terres, ben, je veux dire, tu étais étiqueté comme étant un kulak, puis donc arrêté, ou que certains étaient exécutés, puis les autres envoyés dans des camps de concentration, évidemment, où une mort lente les attendait. En fait, tu sais, ça, c'était Ah, Mike, regarde, c'est plus pour tes conneries à toi que j'ai pas nécessairement beaucoup de patience à soi. Si t'es pas capable de comprendre de quoi je parle, mais tu le réécouteras, puis réécoute-le plusieurs fois. Ça s'adresse aux gens intelligents, là. En fait, ce que je viens de dire là, ça s'appliquait à n'importe qui osait s'opposer moindrement au régime ou à son idéologie. Était automatiquement labellisé, donc étiqueté comme étant un kulak. J'ai donc envoyé au goulag si tu n'étais pas fusillé carrément. Fait que ça, c'est du totalitarisme pur. Hein? Puis, je sais pas si vous voyez encore là le parallélisme avec aujourd'hui. Québec, Canada, partout à travers le monde. C'est moins pire, mais c'est la même chose. Dès que quelqu'un il s'oppose au régime, on va dire c'est un anti-tout, c'est un ci, c'est un ça. Puis, il faut de le fusiller physiquement. Maintenant, on va le fusiller idéologiquement avec des insultes, avec de la diffamation. Non? C'est pas ça? On l'a pas vu? C'est pas évident. Fait que, tu sais, les Allemands, pendant ce temps-là, les nazis, ben là, on va dire, justement, c'est tout le monde sait qu'ils l'ont fait aussi, là, les étoiles de David portées sur les bras par les Juifs, puis, tu sais, des bus spéciaux pour les Juifs, puis des ghettos spéciaux pour les Juifs. Mais, je sais pas si vous voyez que déjà là ça peut pas être pire qu'en Russie, OK? Puis c'est pas ça qu'on a retenu, là. Mais c'était ça, dans la réalité. Puis pendant ce temps-là, puis je reviens donc à la duplicité et à la mauvaise foi dont je parlais au départ, les nations blanches, les autres nations occidentales, les grands winners là, de l'histoire, puis les grands exemples, puis les grands donneurs de leçons, là, puis les grandes vierges offensées, là, ils faisaient quoi? Ben, les États-Unis n'avaient pas de ghetto, eux autres, de noirs. Où est-ce qu'ils pendaient du monde? Encore à cette époque-là, des noirs. Puis, la Grande-Bretagne, son record, là, son pedigree là, de gestion de ses colonies, là, c'est pas comme s'il n'était pas clair qu'elle avait fait preuve de pas mal de cruauté et de racisme, là, notamment en Inde. Hein? D'ailleurs, toutes ces colonies-là britanniques, ou toute la gestion que les grandes puissances ont pu faire des peuples qui avaient sous leur domination, j'avais remarqué que ça n'a jamais été... il n'y a jamais eu de reddition de compte là, par rapport à ça. Il n'y a jamais eu de Nuremberg pour quoi que ce soit dans tout ça. Là. Ou, dans le cas des États-Unis, pour ce qu'on appelle les Mexican Repatriation Acts, par lesquels tu as eu entre 29 et 39... entre 1929 et 1939, tu as eu 2 millions de Mexicains, toi, qui ont été déportés par Hoover au départ. Puis dont plus que la moitié, donc 1,2, étaient déjà des American citizens, étaient déjà pourtant des citoyens américains. Puis on sait qu'il y a eu des camps de concentration au Canada, on sait tout ça, mais ce que je veux dire, on dit ça de même vite, là, il y a eu des camps de concentration. Non, mais c'est l'ampleur, c'est l'accumulation de la chose qu'on nous a jamais faite parce qu'elle n'a jamais été faite pour qu'on fasse une vraie comptabilité globale puis qu'on mette toutes les choses en perspective. Là. Non. Tu sais, mais on va mettre un bouc émissaire, par exemple.
Puis on va dire ça va être ce régime-là à cette époque-là de l'histoire. Alors ça, oui, parce qu'on est bon là-dedans. Un autre exemple, les Amérindiens. En 1890, il y a eu la bataille de Wounded Knee, où est-ce que dans le Dakota du Sud, où est-ce qu'il y a le Final US Army Massacre of the Indians. Fait que c'est le dernier gros massacre des Indiens par les États-Unis. De telle sorte qu'en 1924, il avait été presque complètement, en tout cas, éradiqué, là, wiped out. Là, puis ceux qui, évidemment, comme on sait, qui avaient survécu à tout ça, avaient été envoyés à des écoles, des boarding schools, là, des écoles, le terme m'échappe en français, mais vous le savez comment, là, où est-ce que, puis ça c'est des paroles historiques, les professeurs on leur instruisait, on leur disait, your job is to kill the Indian in them. Ta job, c'est de tuer l'Indien qui leur reste en eux. Après avoir tué physiquement les Indiens, après ça, ceux qui sont vivants, on va tuer l'Indien, l'âme de l'Indien, la culture de l'Indien en eux. C'est beau, hein? Ça fait combien de monde, ça, aux États-Unis, là? Toutes ces Premières Nations-là. Hein? Plus les Mexicains déportés. Tu sais, OK? Faudrait comptabiliser tout ça, à un moment donné, hein? Puis là, après ça, ces puissances-là seraient-tu en position de donner quelques leçons que ce soit? Puis est-ce qu'on pourrait considérer que c'était justifié à cette époque-là qu'ils donnent quelques leçons que ce soit? Ils faisaient toute la même affaire, OK? Ils faisaient tout. C'était toute une gang de pourris un après l'autre, d'un, là. Mais tu sais, tu vois que c'était une mode, là, tu sais, l'espèce de ségrégation, puis ça continuait, là. Puis regarde, Churchill, dans la guerre des Boers, là, parce que autrement dit, c'était ça avant, dans la guerre des Boers, là, il y a plein de femmes et d'enfants qui ont été laissés à mourir dans les camps de concentration. Puis Churchill, il servait dans l'armée pendant ce temps-là, ça c'était correct. Par la suite, toujours en Afrique du Sud, tu as eu l'apartheid, tout ça. C'est un siècle tout de même, là. Mais pourquoi que l'Allemagne avait été complètement singled out, puis là, c'était elle qu'il fallait que ça soit le mal, tu sais, il fallait qu'elle incarne ça. Mais c'est parce que quand tu checkes ça, là, c'est pas compliqué, là. Que ce soit dans la Première Guerre ou dans la Deuxième Guerre, il fallait, tu sais, c'était facile de voir, OK? On a des plein d'indices, mais qu'il fallait surtout pas laisser l'Allemagne prendre une trop grande place dans le monde parce que, d'un, elle devenait trop forte, trop vite, puis, regarde, tout ce que ça leur a pris pour casser sa puissance, tu sais, là. Fait que c'est pas dans l'intérêt là, de ces nations-là de perdre leur. Fait que tu sais, il y a un peu trop un gros conflit d'intérêts là, pour qu'on croie la version de l'histoire que oui, fiez-vous aux Américains. Tu sais, c'est le vainqueur qui a écrit toujours sa version de l'histoire, là, puis à son avantage, c'est pas nouveau. Mais tu sais, dans ce cas-là, c'est trop évident. OK? Regardez le traité de Versailles, le but c'était d'écraser l'Allemagne de toutes les façons possibles, que ce soit économiquement, politiquement, militairement, puis idéologiquement. Puis Deuxième Guerre, ils nous changé encore plus. Puis toutes les tentatives de travail en équipe puis de paix du régime allemand étaient systématiquement refusées. Là. Tout comme c'est la même chose en ce moment avec Poutine. Mais regardez, qu'est-ce qu'il essaie de faire avec Poutine, si c'est encore comme il faut, c'est encore la même affaire. C'est la même géopolitique de base. Ils veulent surtout pas qu'il y ait un rapprochement entre l'Allemagne et la Russie. Ça débalancerait toute la patente. C'est pour ça que Poutine, il l'a bien expliqué dans son interview avec Carlson. Il avait beau dire aux États-Unis, hey, tu peux être votre ami, on va faire participer au bouclier antimissile. Même les présidents, des fois, ils disent ah ouais, c'est une bonne idée. Après ça, quand le président il parlait à sa gang, donc notamment à la CIA, finalement, c'était ouais, on peut pas. Hein? Puis même, je pense qu'il y a un moment donné, Poutine expliquait que la CIA avait même répondu, puis avait dit c'est pas dans nos intérêts. On calcule pas que c'est. Mais c'est ça. C'est comme ça. Il y a un analyste intelligent à un moment donné qui avait décrit ces programmes de puissance-là comme des monstres froids. Tu sais, ça pense pas, je veux dire, ça n'a pas d'émotion, là, ça va penser strictement de façon mathématique, comme un gros robot, là, tu sais. Comme un. Ouais.
Fait que ça s'annonce bien avec l'intelligence artificielle en plus, avec les robots qui font juste commencer. Mais tu sais, bon, fait que tout ceci étant dit, là, tu me dis, ouais, mais c'est quand même pas chouette toute tu sais, là, la Shoah, là, puis l'Holocauste, puis tout ça, mais c'était supposé encore là qu'on prend la version qui nous a été donnée, tu sais. Fait que, tu sais, là, je veux pas avoir trop de problèmes aujourd'hui, mais je vais juste dire dans la description de cette vidéo-là, je vais vous envoyer un lien, puis je vais vous laisser regarder ça, puis après ça, on s'en parlera de ça, là, de ces 6 millions-là, parce qu'une chose qui est drôle avec les 6 millions, les sionistes, ils parlaient déjà de ces 6 millions-là avant, avant la Shoah. C'est comme... Vous voyez, c'était des très grands prophètes où il y avait déjà un petit plan dans leur tête ou quelque chose. Là. En tout cas, il y a des affaires un peu louches là-dedans. Là. Mais tu sais, je veux pas trop ni me mettre dans la merde, ni faire de trop de dissonance cognitive plus qu'il faut. Là. OK? Mais si, mettons qu'il y aurait eu une couple d'erreurs et d'exagération par rapport à cette période-là d'humanité, là, on s'entend-tu que ce serait la plus grosse arnaque ever? Puis, mais que ce serait pas différent du tout de leur gestion propagandiste de l'information qui faisaient avant, qui faisaient à cette époque-là, qui font encore maintenant, OK? Qui revient de un à toujours mentir, OK? Donc à toujours appliquer du machiavélisme pur, là, à la grandeur. Puis si vous n'avez pas vu que c'était ça durant le COVID, ben, ça avait manqué un bout, là. Puis là, on le voit encore, c'est encore ça avec la Russie, c'est toujours de nous faire une perception inversée, tu sais, fait. Ça serait-tu si étonnant qu'il l'ait fait à cette époque-là aussi? Je me suis pensé à ça, les amis. Salut!